Selon vous, quel est le point commun entre ça et ça ? Pas évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, on va parler d'un phénomène que la plupart d'entre nous connaissent, le souvenir d'une vie que nous n'avons jamais vécue. Parce que dans le premier cas, ce site il a été réalisé l'année dernière par un jeune qui n'a jamais connu les années 80, mais qui s'y sent comme chez lui en quelque sorte. Et dans le deuxième cas, c'est un souvenir d'un enfant de 8 ans qui a témoigné être la réincarnation d'un pilote de chasseur-bombardier. Est-il possible que le temps, la ligne temporelle telle qu'on la décrit aujourd'hui, soit une illusion, que certaines époques restent accessibles comme des couches encore actives du réel? Et c'est ce qu'on va étudier ensemble dans cet épisode avec, comme toujours, des cas bien documentés et particulièrement troublants. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! Une nuit d'hiver, dans une maison silencieuse de Lafayette, en Louisiane, une mère se réveille en sursaut. Un cri a traversé la maison. Elle sait immédiatement d'où il vient. C'est son fils, James. James a 2 ans, et ça fait plusieurs nuits que la scène se répète avec la même intensité. Elle se lève, traverse le couloir encore plongé dans l'obscurité et pousse doucement la porte de sa chambre. L'enfant est assis dans son lit, le corps tendu, les yeux ouverts comme retenu dans une scène qui se déroule encore devant lui. Sa respiration est rapide et ses mains agrippent les draps. Puis il parle. Il évoque un avion en feu, un moteur touché, une perte de contrôle. Il décrit un cockpit, des instruments, un tir venu de l'extérieur. Les mots reviennent, précis, presque techniques. L'avion descend, l'impact approche, l'eau se rapproche. Parfois, une phrase spécifique, toujours la même, est dite avec une intensité qui dépasse son âge. L'avion s'écrase, personne ne vient. Sa mère s'approche, le prend contre elle, cherche à apaiser ce qu'il traverse. Et les jours passent, les scènes gagnent en précision. Les médecins sont consultés, le sommeil, l'imaginaire, le développement de l'enfant sont évoqués. Et pourtant, quelque chose persiste. James se contente pas de rêver, il semble se souvenir. James Leninger est un Américain connu pour avoir affirmé, dès l'âge de 2 ans, se souvenir d'une vie antérieure en tant que pilote de chasse américain durant la Seconde Guerre mondiale. Son cas est devenu l'un des exemples les plus médiatisés d'histoires d'enfants évoquant des souvenirs de vie passée. À partir de 2 ans, James Leninger aurait eu des cauchemars récurrents de crash d'avion. Il décrivait avec précision des appareils de la Seconde Guerre mondiale, notamment un chasseur corsaire décollant d'un porte-avions nommé Natoma Bay. La maman remarque que son fils a des réflexions et un comportement étonnant pour un enfant de son âge. Un jour, devant un magasin de jouets, elle lui fait remarquer qu'un avion porte une bombe attachée sous la carlingue. « C'est pas une bombe, c'est un réservoir secondaire », rétorque-t-il avec aplomb. Un autre jour, dans un aéroport, James se met à inspecter un avion avec la même attitude, les mêmes gestes et aux mêmes endroits qu'un pilote professionnel. En fait, James affirmait s'être appelé James Houston Jr., pilote américain, mort à Iwo Jima. Ses parents, d'abord sceptiques, retrouvèrent effectivement trace d'un aviateur portant ce nom et ayant servi sur l'USS Natoma Bay. Arrive-t-il à James? Sa grand-mère maternelle est la première à oser une réponse. Il s'agit peut-être d'un problème de réincarnation. La mère, Andrea, elle n'y croit pas. Le père, Bruce, non plus. Il se met d'ailleurs en colère. Dans une famille chrétienne, il n'y a pas de place pour cette pure superstition. L'idée même des vies antérieures est une injure à l'intelligence, ajoute-t-il. Et il se met en tête de prouver que tout ça est faux. Sauf que, à chaque réponse de son fils, il effectue une vérification. Et qu'il se lance dans un véritable travail d'enquêteur, allant jusqu'à assister à une réunion des vétérans de l'USS Natoma Bay, sous prétexte d'écrire un livre. Et là, stupeur, il découvre que les détails racontés par James sont exacts. Depuis le lieu de la dernière bataille, en 1945, reconnu sur une photo par le garçon, jusqu'aux éléments techniques des vols, en passant par les surnoms des avions de guerre. Devant autant de coïncidences, Bruce, il insiste. Il veut remonter la piste. Il demande à son fils « Connais-tu le nom d'un ami du petit homme ?» Alors vous l'avez compris peut-être, le petit homme, c'est le nom que James donnait à ce personnage qu'il était ou dont il se souvenait. Enfin bref, l'enfant, il donne un nom et c'est Jack Larson. Et là, tout bascule parce que Bruce, le papa, il retrouve Jack Larson, vétéran de la guerre,
qui confirme tout. James a maintenant 6 ans et son cas a suscité un vif intérêt médiatique et scientifique. Reportages d'ABC News, ouvrages de parapsychologie et analyses de chercheurs comme Michael Sudduth. Il rencontre même la sœur de James Jr., le pilote décédé, qui fond en larmes en entendant des détails que, logiquement, cet enfant ne pouvait pas connaître. Certains y voient un exemple remarquable de souvenirs de vie antérieure, tandis que d'autres, ils expliquent les coïncidences par des influences environnementales, des reconstructions parentales ou la suggestibilité infantile. L'histoire de James Leininger a contribué à populariser l'idée de la réincarnation dans la culture américaine contemporaine. Et cette histoire reste régulièrement citée dans des dossiers documentaires et des débats sur la conscience, la mémoire et la vie après la mort, sans qu'aucune explication consensuelle n'ait été établie. L'affaire, elle a été étudiée par des chercheurs comme Ian Stevenson et plus tard Jim B. Tucker, et leur travail a consisté à collecter des cas d'enfants ayant à la fois des souvenirs précis d'une autre vie, souvent accompagnés de détails vérifiables, et parfois même des phobies ou des comportements associés. Ces cas y documentent une expérience de mémoire sans origine identifiable. Dans ces récits, la mémoire, elle précède l'expérience, comme si quelque chose avait déjà été là avant d'avoir été vécu. Salut, c'est la Marie-Élise du montage. Je voulais juste vous dire un truc. Si vous aimez ce format, si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez vous abonner bien sûr, mais vous pouvez aussi surtout mettre des likes, booster et commenter la vidéo. Ça nous aide beaucoup pour faire connaître nos recherches qui, vous en doutez, dans le domaine de l'étrange, du surnaturel, ne sont pas toujours très bien distribuées au sein de la plateforme YouTube. Mais on compte sur vous. Sachez aussi que si vous laissez des commentaires, je lis tous vos commentaires. Quand j'ai pas la possibilité de vous répondre directement, je vous mets des petits cœurs pour vous dire que je vous ai bien lu. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Vous êtes nombreux ici sur YouTube. Il y a les membres, bien sûr, qui ont accès du coup à des contenus supplémentaires. Il y a aussi des gens sur Twitch. Merci beaucoup d'être là sur Twitch tous les mercredis soirs à 21h. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour le Mystery Café. J'ai aussi une newsletter sur Patreon où je fournis des contenus là aussi différents. Donc avec une newsletter sur mon actualité, mes recherches en cours. Et pour ceux qui nous soutiennent sur Patreon, je fournis aussi des dossiers écrits. Alors l'écrit, c'est complètement différent de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent des dossiers écrits un peu plus conséquents, n'hésitez pas à venir sur Patreon, c'est là que ça se passe. Enfin, pour cet épisode précis, je voulais remercier tout particulièrement l'artiste Kiesos, K-Y-E-S-O-S. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo afin que vous puissiez aller voir son travail. Il a des images absolument magnifiques et qui correspondaient tout à fait au sujet que je voulais illustrer aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je vous laisse retourner à l'épisode. Quelques années après ces témoignages isolés, un autre type de phénomène apparaît. Il est plus discret, il est plus diffus et surtout, il est beaucoup plus répandu. Sur des plateformes comme TikTok, des milliers de vidéos circulent sous une même esthétique. Images légèrement floues, couleurs délavées, textures VHS, musique synthétique. On y voit des centres commerciaux vides, des parkings éclairés au néon, des chambres d'adolescents figées dans une autre époque. Des lieux qui semblent familiers sans jamais avoir été réellement identifiés. Certains parlent d'aesthetic 80s, esthétique des années 80, et d'autres de liminal space, des espaces liminaux, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est des idées précises dans les commentaires. Des utilisateurs, souvent très jeunes, décrivent une sensation étrange, une impression de retour. Ils parlent d'un endroit qu'ils reconnaissent, d'une ambiance qu'ils ont déjà ressentie. Les mots varient, mais l'idée reste la même. I miss this place, cet endroit me manque. I feel like I've been here, j'ai l'impression d'avoir déjà été là. Et this feels like home, j'ai l'impression d'être à la maison. Sur Reddit, des discussions entières se construisent autour de cette sensation. Certains fils de discussion y portent des titres explicites. Pourquoi les années 80 me manquent ou pourquoi je me sens nostalgique pour un temps dans lequel j'ai jamais vécu. Et les réponses, elles s'accumulent parfois sur des centaines de messages. Les utilisateurs, ils tentent d'expliquer. Influence des films, des séries, de la musique, transmission culturelle, reconstruction mentale. Et au milieu de ces explications, il y a une constante qui persiste. En fait, ils parlent d'un manque. Ce glissement-là, il est essentiel. Parce qu'en fait, aimer une époque, ça suppose une observation, une curiosité. Ressentir un manque, ça suppose une expérience, une familiarité, une présence passée, comme si quelque chose avait été vécu
et puis perdu. Sur YouTube, on retrouve le même phénomène dans les commentaires de vidéos rétro. Sous des compilations d'archives ou des reconstitutions d'ambiance des années 80, il y a des internautes qui décrivent une émotion immédiate. Certains parlent d'un souvenir qui revient. D'autres évoquent une sensation difficile à formuler entre apaisement et mélancolie. Et là encore, une phrase revient, presque mot pour mot. Cela ressemble à quelque chose dont je me souviens. Et ce phénomène, il a reçu un nom, anémoïa. Alors c'est un terme qui a été popularisé sur Internet et notamment Tumblr. La définition, c'est une nostalgie pour une époque qu'on n'a jamais vécue. Alors ce terme, il n'est pas académique à l'origine, mais il a été repris dans plusieurs analyses culturelles et médiatiques. Le Dictionary of Obscure Sorrows, le dictionnaire des chagrins obscurs, l'a référencié il y a 13 ans. Et en psychologie, on appelle ça la nostalgie par procuration. Alors si vous faites des recherches, veillez à ne pas confondre l'anémoïa avec la néonostalgie. La néonostalgie, c'est différent. En fait, c'est un néologisme qui a été proposé par un animateur de radio américain en 2009. Et lui, il définit un sentiment ambivalent entre regret des temps passés et envie d'aller de l'avant. En fait, c'est surtout une esthétique et au lieu de chercher à simplement répliquer ce qu'a été, il mélange différentes couches d'anciens, par exemple du grunge des années 90 avec du design art déco des années 80. Donc ça n'a rien à voir avec l'anémoïa. Alors l'idée, c'est comment peut-on regretter quelque chose qu'on n'a jamais vécu ? Comment une époque inconnue, elle devient une forme d'expérience intérieure. À ce moment-là de mes recherches, je me suis posé une question évidente. Ce phénomène a-t-il déjà été clairement documenté dans l'histoire ? En fait, ma question était de savoir si peut-être d'autres civilisations dans notre passé avaient déjà ressenti ce type de sentiment. La réponse courte, elle est nuancée. Oui, il existe des formes de nostalgie du passé, mais pas exactement comme aujourd'hui. Dans l'Antiquité, comme au Moyen-Âge, de nombreux récits évoquent un sentiment de déclin et le regret d'un âge d'or disparu. Les Romains eux-mêmes, ils exprimaient une forme de nostalgie pour une république qu'ils imaginaient plus pure, tandis qu'au Moyen-Âge, Rome devenait l'objet d'une fascination persistante, perçue comme une civilisation perdue. Dans la Grèce antique, cette idée prenait forme à travers le mythe des âges de l'humanité, qui décrivait une lente dégradation du monde, de l'âge d'or vers des périodes de plus en plus instables. Alors cette idée des mondes disparus, nous l'avons déjà longuement explorée sur la chaîne à travers notre série d'épisodes nommée Atlas des mondes perdus. Et quant à la nostalgie d'un monde parfait et donc du déclin des civilisations, sachez que je suis en train de lancer une enquête participative à ce sujet, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Mais concernant notre anémoïa, il y a une différence fondamentale avec cette idée. Les nostalgies du passé, elles sont collectives, mythologiques ou historiques. Elles ne sont pas vécues comme une expérience intime et sensorielle. En fait, personne, a priori, dans l'histoire n'a dit « je me souviens de Rome » comme si j'y avais été. On est dans une mémoire racontée, pas ressentie. Or, ce que vit la Gen Z ne ressemble pas vraiment à cela. Dans beaucoup de cultures traditionnelles, le temps n'est pas linéaire, mais cyclique ou stratifié. Par exemple, chez les Mayas, le temps il est composé de cycles imbriqués avec des répétitions de motifs. Chez certains peuples aborigènes d'Australie, le Dream Time n'est pas passé, il est toujours présent. Ça, on en avait déjà parlé lors de mon épisode sur Cooperpédie, un épisode que j'adore, donc je vais vous mettre le lien, ça c'est sûr. Dans certaines cosmologies africaines, les ancêtres coexistent avec les vivants. Et dans ces visions, le passé, il n'est pas derrière nous. Il est accessible, et parfois même il est encore actif. On a aussi déjà parlé dans un épisode précédent du chronoviseur du Vatican, cette machine qui aurait permis de voir le passé comme s'il était toujours quelque part, ici et accessible. Là, je vous laisse approfondir le sujet, c'est passionnant. Et je vais vous lire un témoignage sur Reddit qui n'a pas reçu beaucoup de réponses, mais qui me semble hyper intéressant. Il concerne le rétrofuturisme et illustre l'idée d'un passé, justement, encore actif. Je vous le lis. Je ne sais pas si cela est actuellement discuté, mais je suis curieux de savoir si quelqu'un d'autre ressent un peu ce que je ressens à propos du rétrofuturisme. J'ai une intense nostalgie et un désir ardent pour un décor rétrofuturiste. Pas quelque chose d'inconnu, mais plutôt quelque chose de très familier, comme si un monde rétrofuturiste était l'endroit où je devais être. Je me souviens distinctivement avoir lu et discuté de livres
avec un décor rétro-futuriste à l'école. Je ne me souviens pas du titre ou des titres des livres, mais je me souviens d'une ville utopique avec comme personnage principal un robot. J'ai aussi des flashs vifs de contenu rétro-futuriste. J'ai cet attachement inexpliqué à l'idée d'un monde rétro-futuriste. Presque comme si, dans un autre univers, le rétro-futur s'était réalisé et que c'est là que je devais être. Quelqu'un d'autre ressent quelque chose de similaire ? Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il parle d'une sensation profonde d'un temps qui s'est réalisé dans un autre univers. Du coup, j'ai continué à creuser, et du côté des bureaux de tendance notamment. Alors pour contexte, un bureau de tendance, il analyse les signaux faibles et les comportements émergents pour anticiper les évolutions culturelles, ce qui en fait un point d'appui précieux pour observer un phénomène comme celui-ci. Mais leurs explications, à vrai dire, elles m'ont pas vraiment satisfaite. Le rapport de tendance 2026 de Pinterest, par exemple, il fait clairement des liens avec l'esthétique 1980, mais il explique rien. C'est juste des jolies images. Sur le blog de tendance Lumni, et concernant les tendances 2026, on est encore sur un aspect très visuel et c'est présenté comme une sorte de nostalgie. Et ça reflète pas vraiment ce que semblent ressentir les jeunes nés dans les années 2000. Tout simplement aussi parce que la nostalgie d'un temps passé pourrait finalement s'appliquer à n'importe quelle époque, pas forcément les années 80, qui pourtant semble bien ancrée dans ce mouvement d'Anemoia. Un article sur le site Émile parle justement de l'Anemoia comme, je cite, une émotion aussi douce qu'imprécise qui s'incarne aujourd'hui dans les contenus calibrés, esthétisés dans lesquels flâne la Gen Z. Cette rêverie n'est pas anodine, en creux, elle raconte un malaise. Dans un contexte de crise multiple, climatique, géopolitique, économique, cette fixation sur un passé fantasmé agit comme une échappatoire. Le présent inquiète, l'avenir angoisse. Alors on se tourne vers des époques supposées plus simples, aux repères stables, aux émotions plus lentes et aux relations plus humaines. Personnellement, je connais les années 80 et même si on remonte pour le rétrofuturisme aux années 60, moi je trouve pas que c'est des époques supposées plus simples avec des émotions plus lentes. En fait, on était en pleine phase post-baby-boom avec des explosions technologiques et des avancées industrielles tout autant que marketing hyper agressives. Donc cette explication, elle ne me convainc pas non plus. Et si je vous dis cela, c'est que cet épisode, il est parti d'une idée très claire, d'un constat évident pour moi, que j'ai pas encore entendu décliner. Je vous explique. Les années 80 étaient peut-être la dernière époque où nous pouvions encore ressentir et toucher la culture. Repensez à la dernière fois où vous avez touché un objet de culture. Un outil culturel ayant pour usage de vous connecter à votre savoir, à ce que vous aimez, à votre identité. Peut-être que c'était un vinyle. Alors les vinyles, ils sont apparus dans les années 50, mais effectivement, ils ont connu leur apogée dans les années 80. Peut-être que c'était un livre, bien que la culture du tout numérique ait fortement endommagé l'industrie de l'édition. Mais peut-être était-ce aussi une cassette, une disquette, une figurine de votre personnage préféré. Des cartes à collectionner. Autant de choses qui ont disparu. Laissez-moi approfondir là-dessus. Pendant des décennies, la culture s'est inscrite dans la matière. Elle occupait un espace, elle avait un poids, une texture, une présence. Regarder un film, ça impliquait une cassette, puis un DVD. Écouter de la musique, ça passait par un objet qu'on pouvait tenir, ranger et prêter. Les personnages que l'on découvrait à l'écran, ils existaient aussi sous forme de figurines, de cartes, de posters. Ils entraient dans les chambres, sur les étagères, dans les tiroirs. En fait, la culture, elle circulait et elle s'accumulait. Elle formait un environnement tangible, un paysage quotidien fait d'objets familiers que l'on pouvait retrouver, déplacer, perdre, puis redécouvrir. Chaque élément portait une trace, une usure, une mémoire. Et puis quelque chose a changé. Progressivement, ces supports, ils ont disparu. Les films, les musiques, les images, elles ont continué à exister, mais sous une autre forme. Une forme sans poids, sans surface, sans localisation précise. Un flux accessible à tout moment, depuis n'importe où, mais qui laisse derrière lui aucune empreinte matérielle. Aujourd'hui, une grande partie de notre culture, elle habite plus nos espaces. Elle traverse les écrans. Elle apparaît, puis elle disparaît. Elle ne s'installe pas. Et avec elle, c'est peut-être une certaine manière de faire mémoire qui s'est transformée. Alors peut-être
que ce que certains ressentent en regardant les images des années 80 ne relève pas uniquement d'une époque. Peut-être qu'il s'agit d'autre chose. Et si cette nostalgie ne portait pas sur les années 80 en elles-mêmes, mais sur cette densité, sur une forme de réalité qui aujourd'hui semble plus difficile à atteindre. Quand on étudie une civilisation, on ne commence pas par ses idées, on commence par ses traces. Un fragment de poterie, une pièce de monnaie, un jouet oublié, parfois un simple dessin laissé sur un mur, devenu avec le temps un témoignage précieux. Ces objets, ils n'ont rien d'exceptionnel au moment où ils sont créés. Ils appartiennent au quotidien. Et pourtant, ce sont eux qui traversent le temps. Ce sont eux qui permettent de reconstituer une époque, de comprendre comment elle était vécue, comment elle habitait le monde. Chaque culture laisse derrière elle une matière, une accumulation discrète de signes tangibles qui finissent par composer une mémoire. Et à l'échelle individuelle, le mécanisme il reste exactement le même. Il y a des objets qu'on garde, qu'on déplace, qu'on oublie, qu'on retrouve et qui deviennent des points de repère. En fait, ils fixent des moments, ils stabilisent des souvenirs. Or, depuis quelques décennies, cette matière, elle se raréfie. La culture, elle s'inscrit dans des supports instables, évolutifs, souvent invisibles. Elle dépend d'interfaces, de serveurs, de formats qui changent. Et bien évidemment, je vous parle de pop culture, un sujet qui m'est particulièrement cher, vous le savez, pas de culture élitiste comme le marché de l'art. Et cette transformation, elle concerne la manière dont une époque peut être finalement retrouvée, reconstruite et habitée. Très logiquement, pour les générations les plus récentes, une partie des repères tangibles culturels qu'ils ont eus, ils ne leur appartenaient pas directement. Les objets culturels qu'ils ont pu manipuler, collectionner, observer dans leur forme originale, ils proviennent souvent d'un autre temps. Une cassette conservée dans un tiroir, une console posée sur une étagère, une figurine, un jeu, un disque. Des objets hérités finalement. Et ces objets, dans une large mesure, ils renvoient à une période précise, les années 80, et dans une certaine continuité, les années 90. C'est un moment où la culture était encore massivement produite, diffusée et conservée sous forme matérielle. Alors peut-être que cette nostalgie qu'on observe aujourd'hui, elle vise pas uniquement une esthétique, ni même une époque. Peut-être qu'elle correspond à une sorte de point de contact, le dernier moment où une culture pouvait être saisie dans sa totalité, observée, touchée et conservée. La Gen Z sont les enfants qui sont nés aux environs de 1997 jusqu'à 2012. Culturellement, ils succèdent à la génération Y, qui serait en quelque sorte la dernière génération à avoir connu un monde sans Internet ou sans numérisation des objets culturels. D'après les statistiques de ma chaîne d'ailleurs, c'est peut-être bien vous. Et ces enfants de la génération suivante, ils vivent dans les reliques culturelles d'un passé proche qui n'est à la fois pas le leur, mais qui est ce qui leur reste d'une culture commune. Moi, quand j'y pense, j'ai en tête une image très post-apocalyptique d'enfants qui jouent dans un monde vide avec des reliques culturelles d'un autre monde. Et du coup, comme toujours, je me suis penchée dans les références pop culture liées à cette idée. Alors, je vous avoue que je me suis tapé les 2h40 de Blade Runner 2049, et après avoir déjà regardé Blade Runner, qu'est-ce qu'on ferait pas pour un épisode, mais j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Par contre, j'ai trouvé des références notables dans Fallout et aussi Dark Heresy. Fallout, c'est un jeu vidéo, et Dark Heresy, c'est un jeu de rôle inspiré de l'univers de Warhammer 40 000. Mais à chaque fois, les artefacts, en l'occurrence, ils étaient utilisés comme reliques du passé, mais aussi en tant que critique de la société à laquelle ils font référence. Et moi, je cherchais quelque chose de plus joyeux, je dirais, de plus léger. Forcément, quand on parle de futur positif, on en revient au solarpunk. Dans A Psalm for the Wild Beasts, le premier tome de la saga Monks and Robots, de Becky Chambers, l'auteur, elle imagine un futur apaisé où la relation aux objets et aux traces devient une manière de renouer avec ce qui a été perdu. Et dans ces univers, les objets, ils sont jamais anodins. Ils servent justement de repères, de preuves et de points d'ancrage dans un monde devenu instable. Si vous ne connaissez pas Becky Chambers et que vous êtes intéressé par le solarpunk, n'hésitez pas, c'est magnifique. Et puis là, bien sûr, on va évoquer sans détour Stranger Things. Je suis sûre que vous m'attendiez sur le sujet. Lors de sa sortie en 2016 sur Netflix, la série elle s'impose rapidement comme un phénomène mondial. Elle attire un public très large et notamment une part importante de spectateurs qui appartiennent à la génération Z, née bien après les années 80.
Pourtant, tout dans la série repose sur cette période, les décors, les objets, les vêtements, les musiques. Il y a même Donjons et Dragons, jeu de rôle, vous le savez, c'est une de mes grandes références de vous parler de jeux de rôle. Il y a des vélos, des jeux, des affiches, et les études d'audience menées après les premières saisons, elles ont montré que la série, elle fonctionnait particulièrement bien auprès des 13-24 ans, un public qui n'a pourtant aucun souvenir de cette période. Et dans les commentaires, les réactions reviennent à nouveau. Certains parlent d'une époque réconfortante, d'autres évoquent une sensation de retour, comme si cet univers leur était déjà connu. Mais du coup, revenons à notre idée de base. Vous êtes déjà habitué à une culture du tout numérique. Moi, je sais par exemple que dès la création de cette chaîne, j'ai réalisé des objets liés à l'univers de la carte du surnaturel. Des objets que j'ai partagés notamment lors des Mystery Café, tous les mercredis soirs à 21h sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai fait des pochettes, des cartes collector, des tote bags et même une véritable boîte starter pack avec une figurine et des éléments de notre univers. Je précise que le tout a été réalisé chez nous avec nos propres machines. Et ce geste, il peut sembler anecdotique, et en fait, il ne l'est pas vraiment. Ça s'inscrit dans une manière de faire culture qui reste liée à la matière, une manière de laisser des traces, de fixer des points de contact et de permettre à une idée de continuer d'exister en dehors de l'écran. Car moi, je fais partie de cette génération qui a connu un autre équilibre. Une génération qui est située à un point de bascule entre deux formes du monde. Lorsqu'une culture cesse de produire des objets, elle cesse en partie de produire des traces. Elle devient plus difficile à saisir, plus difficile à retrouver, plus difficile à transmettre. Et dans cet espace de pensée, il y a une question métaphysique. Souvenez-vous de la Stone Tape Theory. Là, pareil, on a fait un épisode à ce sujet. C'est l'idée que les lieux, les objets, les surfaces conserveraient des traces. Alors, c'est une théorie hyper intéressante, mais qui là vient particulièrement bousculer notre idée avec une question évidente. Qu'est-ce qui reste lorsque la mémoire ne s'accroche plus à rien de tangible? Et au regard de cette idée, je pense qu'il faut absolument évoquer l'effet Mandela. Là aussi, je suis sûre que vous m'attendiez au tournant sur le sujet. Certaines personnes se souviennent d'un détail très concret. Un logo, une orthographe, une réplique de film. Par exemple, certains affirment que la marque de vêtements Fruit of the Loom s'écrivait avec une corne d'abondance dans son logo. D'autres se souviennent du personnage de Monopoly avec un monocle, ou encore de la réplique « Luke, je suis ton père » dans Star Wars épisode 5. Le problème, c'est que ces versions n'ont jamais existé sous cette forme. Ces souvenirs, ils sont partagés par des milliers de personnes, parfois avec une grande précision. Et pourtant, lorsqu'on vérifie les archives, les images, les objets, il n'y a rien qui correspond. Et ça, c'est l'effet Mandela. C'est des souvenirs collectifs erronés ou une réalité qui aurait changé et qui sont souvent liés à des éléments culturels très connus. Les explications les plus courantes données pour l'effet Mandela évoquent des mécanismes cognitifs. Le cerveau simplifierait, reconstruit, comble des vides, il mélange des informations proches, il corrige ce qui lui semble incohérent jusqu'à produire une version stable mais inexacte. Dans le contexte qui nous intéresse, il y a un détail qui devient particulièrement troublant. Ces erreurs, justement, elles portent pas sur n'importe quoi. Elles concernent presque toujours des objets culturels précis, des marques, des films, des images, des éléments qui, à notre époque, existaient physiquement. Des choses que l'on pouvait voir, toucher, retrouver. Si la mémoire, elle se trompait pas au hasard, comme si elle tentait de reconstruire quelque chose à partir de traces devenues moins accessibles. Comme si la mémoire, la réalité, changeait de comportement. Alors peut-être que ces souvenirs, c'est pas simplement des erreurs. Peut-être que l'effet Mandela, il pourrait venir abonder à notre idée d'anémoïa dans un monde où les objets qui soutenaient la culture, et donc le réel commun, deviennent de plus en plus rares. Mais que se passe-t-il quand ces points d'ancrage y disparaissent? Lorsque la culture, ça devient un flux? Lorsque les images circulent sans jamais se déposer? Finalement, lorsque les traces existent, elles sont support stable. Alors, peut-être que c'est pas seulement la mémoire qui se brouille, peut-être que c'est la ligne temporelle elle-même. La manière dont le passé, le présent et ce que nous croyons connaître s'organisent. Comme si le temps, il s'alignait plus tout à fait, comme s'il perdait ses points d'accroche. Peut-être que quelque chose s'est inversé, peut-être que nous ne vivons plus dans un monde qui produit des archives, mais dans un monde fait d'archives, mais des archives sans corps. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous trouvez le bouton like et avant qui s'envole sur son petit vélo en direction de la Lune, n'hésitez pas à l'attraper. Comme d'habitude, je vais vous laisser
ici et là des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre monde. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous savez que j'adore vous lire et j'essaye de répondre à tout le monde. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi je vous dis ciao. Mon voisin qui décide de couper, ça est, à ce moment-là, c'est parfait. Je disparais. Magie, magie. Coucou petit chien poilu.